Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'invité du jour. Au menu aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée ces derniers mois, ces dernières semaines, avec la prise non seulement de Bunagana, mais aussi de quelques localités. La population est contrainte en tout cas de se déplacer vers Goma ou vers d'autres centres où il règne la paix. Comment comprendre cette situation sécuritaire? Le chef de l'État qui, il y a quelques semaines, a fait une allocution. Au cours de cette allocution, Félix Tshisekedi nous demandait à la population congolaise de se mobiliser de façon générale vu cette situation sécuritaire. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Sylvain Lumwanga qui est coordonnateur adjoint de la cellule des communications de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise de Lualaba. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci, monsieur Léopold. Monsieur Sylvain Lumwanga, quel commentaire vous faites sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC qui s'est quand même fortement dégradée avec des armes, de bruit de bottes partout? Bon, à mon humble avis, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est en train de se dégrader chaque jour. Mais quand cela ne tienne, nous saluons les prouesses que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de réaliser ces derniers jours. Oui, vous saluez les prouesses réalisées par les forces loyalistes. Le chef de l'État qui, dans son discours d'il y a quelques semaines, il demandait à la population congolaise de se mobiliser de façon générale derrière les forces armées pour défendre la nation. Comment on peut comprendre cet appel du chef de l'État, Sylvain Lumwanga? Étant garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo et premier citoyen de la République, il était de son devoir de lancer un appel à tous citoyens congolais de se mobiliser derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour atteindre nos objectifs, avoir des résultats escomptés, pacifier l'Est de la République démocratique du Congo qui est meurtri depuis plus de 20 ans. Cet appel du chef de l'État est symbolisé sur différents volets. Le président de la République, quand il lance un appel aux compatriotes, il y a de ces compatriotes congolais qui ne sont pas à l'est de la République, qui se retrouvent dans d'autres provinces, peut-être au centre ou soit à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont différentes manières par lesquelles ils participent à cet appel. Il y a ceux qui organisent des marches de soutien. Il y a ceux qui organisent des messes d'action de grâce, des prières de soutien aux soldats au front. Il y a aussi, d'une manière solidaire, ils apportent un soutien indéfectible aux déplacés, à nos frères et sœurs qui sont victimes de cette violence atroce et injuste. Ils apportent un soutien moyennant des biens en nature et en espèces. Alors, depuis un temps, quand le chef de l'État a lancé cet appel, nous avons vu des grands leaders d'opinion en République démocratique du Congo qui se sont prononcés, qui ont apporté des pistes de solutions, qui ont fait des propositions au président de la République pour pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo qui est en guerre en ce moment même où nous sommes en train de parler avec vous, M. Léopold. On va parler de ces propositions tout à l'heure. Parlons d'abord de ces recrutements de ces jeunes gens à Goma et un peu partout en RDC qui adhèrent à l'armée. Comment vous jugez, comment vous analysez le fait qu'il y a plus de 3000 jeunes gens qui y ont accepté de rejoindre les rangs de l'armée? Comment vous analysez ces facteurs-là? Personnellement, je salue cet engagement. C'est un engagement vraiment patriotique. Ces jeunes n'ont pas été contraints à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo, mais de manière volontaire. Ils se sont décidés à répondre à cet appel du chef de l'État qui a adressé aux jeunes qui sont disponibles, qui ont des capacités, qui ont des talents à pouvoir rejoindre les forces armées de la République. Nous avons vu une foule immense de jeunes à Goma qui se sont sentis tellement vexés de voir leurs frères et leurs sœurs être pendant plus de 20 ans toujours victimes de cette guerre, se sont décidés et se sont mobilisés de rejoindre l'armée. Alors, vu qu'ils se sont mobilisés comme ça, ils sont sans armes, ils sont sans notion de combattre. Ils doivent être formés et revenir pour combattre l'ennemi. Et je salue cette action de ces jeunes, quand bien même que nous autres, nous n'avons pas l'amabilité ou la capacité de rejoindre les forces armées, mais quand nous voyons les actes appareils, nous soutenons nos frères.
Oui, il faut soutenir nos frères, mais il faut reconnaître aussi que la RDC, depuis un moment, les jeunes gens ils vont rentrer dans l'armée, mais la RDC est sous embargo, selon certaines bouches. La RDC ne sait pas assez payer les matériels militaires pour affronter l'ennemi. Comment vous analysez cette histoire d'embargo, de notification? Il faut informer la communauté internationale. Comment vous analysez globalement cette situation? Mon très cher frère Léopold, vous devez retenir que la République démocratique du Congo n'est pas sous embargo. Depuis la résolution 1807 de 2008, la République démocratique du Congo n'était plus sous embargo. Ce sont les forces, les groupes terroristes qui sont en train d'œuvrer en République démocratique du Congo qui sont sous embargo. Alors, ce qui est là en ce moment, c'est un problème de notification. L'objectivité de la notification est que la communauté internationale, disons le Conseil de sécurité, doit se rassurer que qui est le fournisseur d'armes que la République démocratique du Congo peut commander et qui va s'en accaparer de ces armes quand ces armes vont arriver sur le territoire. Nos armes, nous, ils veulent nous contrôler, disons. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Le loi votée par le Conseil de sécurité stipule qu'ils doivent faire ce contrôle-là. Pourquoi? Parce que depuis un bout de temps, en République démocratique du Congo, même les forces armées de la République démocratique du Congo fournissent des armes aux rebelles. Nous en avons constaté, il y a beaucoup des officiaux qui ont trahi la République en fournissant des armes aux rebelles et d'autres sont en train de croupir en prison. Voilà pour laquelle cette contradiction-là entre, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas différencier la notification et l'embargo. Non mais M. Sylvain, cette notification, est-ce que ce n'est pas une sorte d'embargo adouci? On a changé de mot parce qu'il faut informer cette communauté internationale, ces Nations Unies qui peuvent aussi refuser de nous fournir ces armes. Comme le ministre des Affaires étrangères le disait d'ailleurs il y a quelques jours, il y a des armes qui ne savent pas rejoindre la RDC parce que les transporteurs ont refusé. Il y a derrière les Nations Unies, il y a derrière la communauté internationale. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'embargo déguisé? On n'a pas changé seulement de mot. En quelque sorte, oui, mais je vais éclairer la lanterne. Allez-y. D'abord, pour le moment, ceux qui président le Conseil de sécurité, ce sont les Français. La France, disons de manière officielle, c'est Emmanuel Macron. Alors, comme il y avait un problème de notification, lorsque la République démocratique du Congo a commandé des armes, et que ces armes-là devraient être rapatriées en République démocratique du Congo, il fallait que le Congo soit notifié. Vu que le Conseil de sécurité se trouve à ce niveau avec un problème de notification avec la RDC, c'est comme ça que ces armes sur le chemin d'acheminement en République démocratique du Congo ont été bloquées. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondo, là, a écrit au président des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques jours, et c'est un processus pour que cette notification soit faite et que les armes soient rapatriées en République démocratique du Congo. Les armes ne s'étaisent pas, les rebelles n'attendent pas, ils continuent de venir. Oui, bien sûr, les rebelles n'attendent pas, il y a nos frères qui continuent à mourir, il y a des déplacés qui continuent à se faire. À mon humble avis, je dirais que la communauté internationale se serait derrière tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'un pays qui est en guerre, et est-ce que c'est vraiment nécessaire de procéder à cette méthode-là de notification, embargo, tout ça? Non, mais il aurait vraiment passé le plus vite que possible et apporté même le soutien matériel d'une manière logistique à l'armée de notre pays qui s'est contenté à vérifier le cas de la de comprendre, monsieur, les coordonnateurs adjoints de la cellule de communication de l'UNC là-bas, essayons de comprendre. Dernièrement, les FARDC nous ont présenté les matériels qui ont été ravis à l'ennemi, des matériels qui portent en tout cas les marques de l'armée rwandaise, les RDF. Est-ce qu'on peut, pourquoi la communauté internationale, partant de ces, en tout cas ces preuves qui ont été révélées au monde, pourquoi la communauté internationale ne peut-elle pas, en tout cas sanctionner le Rwanda, mettre le Rwanda sous embargo, parce que le matériel appartenant à cette armée ont été retrouvés auprès des ennemis? C'est ce que vous disiez, que les officiers militaires de la RDC ont souvent été des mèches avec les rebelles, mais c'est ce que le Rwanda fait. Pourquoi la communauté internationale, dans un cas pareil, ne sanctionne pas le Rwanda, ne met pas le Rwanda sous embargo? D'abord, de manière officielle, je condamne et je déplore avec la dernière énergie ce comportement de la communauté internationale qui ne veut pas tutoyer l'ennemi de la République démocratique du Congo de manière officielle comme nous sommes en train de le faire. Je ne préfère pas que nous puissions parler
de M23, de groupes terroristes, mais que nous puissions parler de notre agresseur qui est le Rwanda. La communauté internationale joue à l'hypocrisie. Quand elle ne sait pas condamner directement, donc nous sommes censés comprendre que la communauté internationale est des mèches avec les Rwandais. Vous vous imaginez, pour porter notre dossier, l'honorable Juvenal Mounoubo, l'élu de l'UNC de Walikale, avait parlé autrefois à l'Assemblée nationale pour dire que notre plaidoyer, nous ne devons pas porter ça sur les réseaux sociaux ou dans des groupes de réunion. Le plaidoyer doit se faire au niveau des Nations Unies. Le plaidoyer du Rwanda au niveau des Nations Unies est plus féroce et plus fort que le nôtre. Voilà pourquoi la communauté internationale se retrouve dans l'obligation de ne pas citer le Rwanda. Pour la communauté internationale, la communauté internationale, ce sont des Congolais. Les groupes terroristes qui fonctionnent en RDC, le cas du M23, ce sont des Congolais qui se sont rebellés du régime actuel, qui ont des revendications, qui sont en train de tuer à l'est de la République. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est un groupe rebelle, entretenu, soutenu d'une manière logistique et financière par le Rwanda, sous les parrains du président Paul Kagame. Voilà, en tout cas, cette situation est tellement confuse qu'on se pose beaucoup de questions. La communauté internationale, est-ce que la communauté internationale elle-même se cache derrière le Rwanda? Parce que le Rwanda, dans le contexte actuel, le Rwanda peut-il se permettre de tutoyer la RDC? Est-ce que la communauté internationale ne se cache pas derrière le Rwanda? Oui, je dirais que la communauté internationale se cache derrière le Rwanda par rapport à son comportement. C'est vraiment indécent. Nous avons constaté lors de la du dernier sommet plutôt du Conseil de sécurité, nous avons constaté qu'il y a eu 2 ou 3 pays qui ont voté pour la RDC. J'évoque le cas de la Russie, du Kenya et de la Chine. Et le reste des pays ont voté en défaveur de la RDC pour que la RDC soit mise sous embargo. Vous imaginez un pays qui est en guerre depuis plus de 20 ans, vous êtes conscient de cela et vous vous mettez à voter sous l'embargo. Il nous demande d'aller qu'on ne peut pas pacifier l'Est de notre pays par des armes, mais on peut pacifier l'Est de notre pays par des négociations. Des négociations dont ils sont à la base de toutes les magouilles qui sont en train de se passer. Combien il y en a eu les négociations? Beaucoup de négociations. Jusqu'alors, ça continue. Le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, est arrivé à Kinshasa avant-hier. Il s'est envolé cet avant-midi pour Goma. Il continue les consultations avec les communautés locales. Il a eu des entretiens avec le gouvernement. Le gouvernement congolais est disposé de négocier avec le Rwanda, pas le groupe terroriste. Parce que nous savons que les groupes terroristes reçoivent de la bénédiction du Rwanda. Mais à condition que ces groupes terroristes-là quittent les territoires congolais. Ça, c'est très bien. Monsieur Sylvain Lumwanga, est-ce que la RDC doit finalement prendre conscience du poids qu'elle a, en tout cas de ce qu'elle a comme potentialité? La RDC doit-elle par exemple examiner sa place au sein de la francophonie, en tout cas peser contre la communauté internationale, aller par exemple jusqu'à quitter la francophonie? Est-ce que c'est une mesure qui peut être examinée? À mon humble avis, je suis tout à fait d'accord avec cette manière de penser. L'essor de l'Afrique dépend de la République démocratique du Congo. Il y a le fait aîné, j'oublie les noms, qui disait que la République démocratique du Congo est la gâchette de l'Afrique. La République démocratique du Congo est le poumon de l'Afrique. Le jour que la République démocratique du Congo va décoller, va se développer, c'est toute l'Afrique. Alors, comme tous ces gens-là sont face à cela aujourd'hui, toute cette communauté internationale les savent, ils sont en train de créer, de mettre des crocs en jambes à la République démocratique du Congo pour ne pas entrer dans son ère de gloire. Vous voyez. Alors, à ce sujet, nous devons briser tous les liens, toutes les relations diplomatiques qui nous lient avec ces pays qui sont en train de nous combattre de manière injuste et nous rallier avec des pays qui nous soutiennent totalement. Je prends le cas de la Russie, je prends le cas de la Chine. Les Américains condamnent comment les Chinois sont en train de piller dans notre pays, en train d'exploiter nos minerais tous les jours. Mais les Chinois là sont en train d'œuvrer en République démocratique du Congo. Ils embauchent des Congolais, même si les conditions salariales sont moindres. Mais quand même, ils savent contribuer au développement du pays. Je prends le cas de Sycomine. Cette société a construit beaucoup d'infrastructures en République démocratique du Congo. Quand les Chinois, quand les Chinois viennent, ils ne nous exigent pas d'avoir la démocratie. Ils ne sont pas exigeants comme les Américains, comme les Occidentaux. Bien sûr que oui. Ils ne sont pas exigeants
en matière de la démocratie, mais plutôt, les droits de l'homme, etc. Oui, mais plutôt ils ont de la dictature dans leur fonctionnement. Mais ce n'est pas tous les Chinois. Il y a des Chinois qui sont civilisés, il y a des Chinois qui ont fait de belles études, qui savent respecter la personne humaine. Il faut donc examiner ces nouveaux partenariats. Bien sûr que oui. Le gouvernement congolais doit réexaminer les partenariats avec la Chine pour que la bonne marche et le respect des droits humains puissent être exercés. Mais ces pays qui nous chantent en longueur de journée, du matin au soir, du respect des droits humains, ne sont pas un modèle quand même. Ils ne sont pas un modèle. Je prends le cas des États-Unis. Il y a des Congolais qui sont tués comme des chiots et des chats aux États-Unis pour des raisons qui sont bidonvilles. Mais voilà, ils veulent nous imposer ce qu'eux sont incapables de faire chez eux. Alors on ne peut plus continuer à tolérer ça. On ne peut plus continuer à supporter ça. Le président de la République étant garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, il s'est engagé devant Dieu et devant la nation à protéger l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Il est comme un militaire qui est au front. Donc, il fera de tout son possible. Il utilisera tous les voies et moyens possibles pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Sur ce, je souligne le plan de crise qui a été proposé par l'honorable Vital Kamerhe, notre président national. Il a proposé un plan de crise qui avait différents volets. J'évoque les trois premiers volets. Il y avait le volet militaire, le volet diplomatique et le volet politique. Qu'est-ce qui vient avant, en premier? Le volet militaire. Il a dit quand bien même on peut se mettre à dialoguer avec l'ennemi, on ne doit pas baisser les bras, laisser l'ennemi nous infiltrer, on doit restaurer notre armée. On doit mettre des moyens conséquents à l'abri de l'armée congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo. On doit aussi vérifier car notre armée est infiltrée par le Rwandais. Mais ça, ce n'est pas un travail qui se fait dans un tournement. Oui, ce n'est pas un travail qui ne peut pas se faire maintenant même et prendre fin maintenant même. Ça sera progressif et ça peut prendre des années. Alors, ce qui peut être le plus vite possible, c'est quoi? C'est d'abord équiper notre armée des outils logistiques et des moyens financiers pour combattre l'ennemi. Pendant que l'armée congolaise est en train de combattre l'ennemi, nous allons procéder au volet diplomatique. Non, le dialogue. Mais les dialogues, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, M. Léopold Kingu. Les dialogues, là, on ne doit pas dialoguer avec les terroristes, mais avec les pays qui nous attaquent. Les pays qui sont derrière ce qui se passe à l'Est. Il a évoqué le cas du Rwanda qui nous agresse et de l'Ouganda. Mais ça, c'est très théorique. Ces deux pays-là doivent participer à la table où nous devons parler avec eux. Ils doivent nous dire clairement pourquoi ils nous attaquent. Essayons de comprendre les choses, M. Sylvain. Nous sommes sous embargo. Il nous parle en tout cas, la première étape, c'est le volet militaire. Comment, en tout cas, équiper l'armée sous embargo? Qu'est-ce qu'il propose, par exemple, pour contourner cette mesure d'informer, en tout cas, la notification? C'est toute cette histoire-là. Comment contourner ça? Voilà. Le président national, l'honorable Vital Kamerhe, quand il a évoqué le volet militaire, il savait que notre pays était victime de l'embargo et des problèmes de notification. Mais alors, nous avons tout ce qu'il nous faut pour produire des munitions d'armes dans ces pays. À l'époque de Mouzé Alikassi, on produisait des armes. Les Américains envoyaient des drones à l'époque pour détruire cette usine de production d'armes. Nous avons tout ce qu'il faut dans ces pays pour produire les armes. C'est juste c'est dorloter sur notre faiblesse qui nous fait à ce qu'on ne peut pas produire les armes. En Égypte, les Égyptiens produisent les armes eux-mêmes, localement. Mais nous avons la capacité. Nous pouvons produire des armes artificielles et des armes sophistiquées qui peuvent tuer la personne humaine. C'est en évoquant ces cas-là, il a fait allusion à toutes les possibilités. Dans une minute, M. Sylvain Lomwanga, quelle est votre conclusion? Comment arriver en tout cas, à contenir l'ennemi, à le mettre hors d'état de nuire? L'unique manière dont nous pouvons contenir l'ennemi et le mettre hors d'état de nuire, nous devons combattre l'ennemi. Nous ne devons pas reculer derrière, avoir peur de l'ennemi. Et lorsque l'ennemi est en train de solliciter un dialogue, vous voyez quand on a commencé à combattre l'ennemi a commencé à solliciter les dialogues. Alors l'unique condition sine qua non que nous donnons à l'ennemi de la République démocratique du Congo, c'est de déposer les armes et de quitter les territoires congolais. Lorsqu'ils auront quitté les territoires congolais, le président de la République procédera à une tournée pour s'en assurer et se rendre au Rwanda. Merci bien, M. Sylvain Lomwanga. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint de la cellule de communication de l'UNC au Lualaba. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, très cher frère Léopold. Téléspectateurs et auditeurs de Mikoba, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.